Monsieur le Président, le projet de loi C2 est essentiellement la reprise de l'ancien projet de loi C53 que nous avions au précédent Parlement. Et les députés du Bloc québécois étaient en faveur de ce projet de loi-là. Donc, il est bien évident que nous serons encore en faveur de ce projet de loi-là, d'autant plus qu'on le constate, toute l'importance de ces méga-procès-là. Au Québec, nous avons la particularité d'avoir beaucoup de méga-procès. Et dernièrement, nous avons vu encore des arrestations qui ont été faites dans des réserves autochtones où il y a eu encore plusieurs arrestations. Donc, j'aimerais tout d'abord apporter une précision. Le projet de loi en question respecte les compétences du gouvernement du Québec en matière de justice et donc, quant à nous, il n'y a pas d'empiètement dans les champs de compétences. En fait, que veut ce projet de loi? Il veut mettre en place plusieurs mesures. Je vais vous en énumérer quelques-unes. Donc, des mesures pour simplifier la tenue de méga-procès. Entre autres, simplifier le recours aux actes d'accusation, de renforcer aussi la protection de l'identité des jurés. Comme on le sait, c'est très important, compte tenu que dans ce genre de procès-là, très souvent, ces criminels-là ont tendance à faire de l'intimidation. Donc, c'est très important, cette protection des jurés. Aussi, d'augmenter le nombre maximum des jurés et de prévoir certaines dispositions, certaines décisions qui pourraient demeurer valides, même s'il y a avortement du procès en question. Et bien sûr, l'un des points majeurs du projet de loi, c'est la nomination d'un juge qui serait spécifiquement responsable de la gestion du méga-procès en cours. Toutefois, je tiens à préciser que ce projet de loi-là ne répond pas à une des critiques du juge Brunton, comme vous le savez, qui a libéré le 31 mai dernier 31 motards criminalisés, faute de pouvoir les juger dans un temps opportun. Ça fait un peu dur, je peux vous le dire, parce que le message qu'on passe ici, c'est « venez-vous-en au Québec, on n'a pas assez d'argent, puis on n'a pas assez de moyens pour vous juger, donc en même temps, on pourra vous libérer ». Ce qui veut dire qu'il y a, si on prend par exemple l'opération Char, qui a coûté des millions de dollars en opération policière, on s'est retrouvé avec 31 motards dehors. C'est assez aberrant. Donc, une des critiques fondamentales du juge Brunton est qu'il y a un manque criant de juges à la Cour supérieure. Or, les nominations de la Cour supérieure, c'est le gouvernement fédéral qui le fait. Donc, quant à nous, il devrait être temps de libérer les gouvernements, bien sûr le gouvernement du Québec, mais aussi les gouvernements des provinces, de la dépendance quasi coloniale pour la nomination de ces juges à la Cour supérieure. En cette matière, le Québec n'est pas maître chez lui, mais aussi les autres provinces. Ça s'applique à tout le monde. Et en conséquence, le gouvernement fédéral, quant à nous, est directement responsable du désastre qu'on a eu avec la libération des 31 motards le 31 mai dernier. À cet égard, les politiciens fédéralistes de cette Chambre, quant à nous, sont muets face à ça. Ne considèrent-ils pas, il n'y a pas un certain malaise quant à eux de maintenir la dépendance des provinces en cette matière, et ce, même si la nomination des juges par le fédéral relève d'un autre temps, d'un temps quasi colonial. Si le jugement Brunton est maintenu en appel, le gouvernement du Québec et particulièrement son ministre de la Justice devront être tenus responsables du désastre judiciaire du 31 mai dernier, puisqu'ils ont la responsabilité de s'assurer qu'il y ait suffisamment d'avocats et de ressources pour que les procès se déroulent dans un délai raisonnable. Toutefois, il est évident dans les faits que le gouvernement québécois ne possède pas encore tous les outils pour être totalement maître du déroulement de la justice en ces terres, puisque son ministre de la Justice se trouvait dernièrement dans une position à devoir presque quémander l'appui de tous les parlementaires jusqu'au dernier pour l'adoption rapide du projet de loi C2. Donc ici, on constate, Monsieur le Président, la dépendance du gouvernement du Québec pour régler l'administration de sa justice sur son territoire et dans un dossier où, quant à nous, il serait censé être totalement responsable. Cette dépendance, Monsieur le Président, est illustrée de manière irréfutable, et je le répète encore,
dans la nomination des juges par le gouvernement fédéral. Donc, posons-nous la question, est-il besoin pour que le Canada existe que de tels rapports soient maintenus? Serait-il possible un jour de se libérer de ces rapports contre-productifs et qui devraient appartenir à un autre temps? La majorité de mes collègues ici en cette Chambre souhaitent que le Québec demeure dans le Canada, mais ne pourrait-il pas, quelques secondes, quelques minutes, imaginer un Canada où il y aurait plus de respect pour les provinces, pour les nations aussi, notamment pour le peuple du Québec, puis un respect que je voudrais voir dans toutes les provinces, qu'ils prétendent, donc un Québec qu'ils prétendent reconnaître comme une nation dans un Canada uni. Alors, j'invite mes collègues à cette réflexion. Doit-on encore accepter et trouver normal que le fédéral, que le gouvernement fédéral nomme des juges dans des instances où la gestion, l'administration de cette justice-là devrait appartenir aux provinces et que ces provinces-là et bien sûr la nation québécoise, car nous avons été reconnus ici comme une nation, puissent elles-mêmes nommer ces juges, décider de ces ressources judiciaires par elles-mêmes et non pas quémander à Ottawa encore de pouvoir administrer de manière normale son système de justice. Parce que je m'excuse, Monsieur le Président, non seulement la population du Québec est restée ébahie face à la libération de ces 31 motards, mais je peux vous dire que dans le milieu policier, les gens étaient pas très contents de travailler pour rien, de payer des millions de dollars dans des opérations policières. Et je peux vous dire que moi, en tant que citoyen et député d'Annecy, j'étais assez hallucinée, étant moi-même dans le milieu criminologique et travaillant avec la police assez régulièrement et connaissant ce genre d'individus-là, je peux vous dire qu'ils sont morts de rire. Puis on avait l'air, je peux vous dire, le système de justice avait l'air vraiment amateur dans ce sens-là. Alors j'invite mes collègues à penser à tout ça. On a un projet de loi que nous allons appuyer qui fait un bon pas dans la bonne direction. Mais le fait est que le cœur du problème, c'est que les provinces et la nation du Québec doivent décider de ces juges, non seulement de la nomination, mais aussi du nombre de juges, parce que c'est ça le problème. Il n'y avait pas assez de juges. Il n'y avait pas assez d'avocats, puis il n'y avait pas assez de salles. Ça, c'est encore, c'est Québec. Il n'y avait pas assez de salles, il n'y avait pas assez d'avocats, il n'y avait pas assez d'affaires. Donc là, je peux vous dire qu'on a un maudit problème, comme on dit en bon québécois, puis il va falloir penser plus qu'un simple projet de loi qui est correct, qui est bon, on n'est pas contre, on va voter pour, mais on a un problème beaucoup plus profond. Alors, Monsieur le Président, je terminerai en ces propos en vous disant que la sécurité publique, c'est pas juste mettre des gens en prison, c'est pas juste faire quelques projets de loi, c'est aussi mettre les ressources nécessaires pour que l'administration de la loi puisse se faire. Créer des lois, c'est une chose, mais les appliquer, c'est une autre chose. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments? Questions et commentaires. La salle est morte. En effet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à l'honorable député d'Annecyc et félicitations pour sa réélection. J'aimerais demander, suite à son allocution, comment la nomination des juges de la Cour supérieure, si ces droits-là étaient délégués aux provinces, comment cela pourrait expédier les procès? L'honorable député d'Annecyc. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour sa question. C'est très simple. Actuellement, ce que le juge Bondon disait, c'est qu'il y a un manque criant. Il y a plusieurs éléments. Il y a les salles, il y a les avocats, mais il y a aussi un manque criant de juges. Et ce n'est pas le Québec, ni aucune province qui peut décider des juges, du nombre de juges, pourrait décider de ça. Donc, c'est le fédéral qui le fait. Quand on dit qu'on est une nation, quand on dit qu'on veut laisser l'administration de la justice aux provinces et à la nation québécoise, qui est reconnue comme une nation en cette chambre, bon, bien sûr, dans un Canada uni, bien, il faut que les juges puissent être nommés, parce que les juges, là, c'est le fondement même, c'est l'un des fondements, l'un des piliers de notre système de justice.
Si on n'a pas le nombre de juges qu'on voudrait au Québec, peut-être par exemple en Ontario, 12, 13 juges, c'est suffisant pour eux. Peut-être que chez nous, au Québec, parce qu'on a beaucoup de méga-procès et nous avons une dynamique bien particulière avec les motards, avec les gangs de rue, etc. Et puis c'est une politique aussi, c'est une culture assez présente dans la police au Québec de faire justement des grosses opérations policières où on peut rattraper un grand nombre de criminels qui font partie de la même organisation et qu'on peut justement avoir ces méga-procès. D'ailleurs, au Québec, nous avons créé le centre judiciaire Gouin parce que nous avons eu cette dynamique criminologique-là au Québec. Et c'est bien particulier. Et d'ailleurs, même la loi anti-gang vient du Québec. Elle a germé du Québec. Alors, compte tenu de notre particularité, on a des besoins bien spécifiques en termes de nombre de juges et des juges aussi, de quels juges qu'on voudrait nommer. Alors, c'est important qu'on puisse en arriver à cette délégation de pouvoir-là pour que chaque province et la nation du Québec décide quel est son besoin puis qu'elle puisse en répondre. Mais si c'est le fédéral, le gouvernement fédéral qui décide, ben on est lié, on attend après le fédéral. Questions et commentaires? The honourable member for Winnipeg. Le député de Winnipeg Centre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour son discours. Je conviens avec elle que le Québec a pris des mesures extraordinaires pour s'attaquer au crime organisé. Et c'est parce que la province de Québec a connu des problèmes énormes avec les groupes de motards. Je sympathise avec elle puisque ma province, le Manitoba, est aux prises avec le même genre de problème dû à l'influence énorme du crime organisé. J'aimerais savoir si elle pourrait commenter une autre mesure qui irait dans le même sens et qui nous permettrait de saisir les produits de la criminalité, des membres de gangs, et rien n'indispose les policiers que de voir devant la maison d'un trafiquant notoire des biens, des voitures, des navires. Eh bien, si ces gens ne peuvent pas prouver l'origine de ces biens, est-ce qu'on ne pourrait pas devoir les saisir? Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de me donner cette opportunité. Justement, j'aimerais rappeler à mon collègue que la saisie des fruits de la criminalité a été justement une des batailles du Bloc québécois que nous avons gagnée. À l'heure où on se parle, les fruits de la criminalité sont confisqués. Par contre, il y a une mesure importante qu'on pourrait appliquer. On a constaté à Montréal, et je pense que c'est partout pareil, je vous dirais au Canada, c'est que les gangs de rue, bien particulièrement, ont commencé à mettre un petit peu de côté la drogue pour s'occuper seulement du trafic humain et de la prostitution. Or, la confiscation des fruits de la criminalité ne s'applique pas au proxénétisme ou aux accusations de traite. Elle s'applique pour la drogue, elle s'applique pour d'autres genres, d'autres articles du Code criminel, mais ne s'applique pas, paradoxalement, sur la traite des personnes, chose que ces membres de gangs-là font, et sur le proxénétisme, bien particulièrement. Ce serait une mesure à ajouter au Code criminel. D'ailleurs, mon collègue peut-être se rappelle que j'avais déposé un projet de loi sur la traite des personnes où j'apportais ces deux mesures-là en disant qu'à partir du moment où tu es reconnu coupable de proxénétisme et de traite de personnes, ou l'un ou l'autre, tu pouvais te voir confisquer tes fruits de la criminalité. Et c'était à ce moment-là à l'accusé de démontrer si sa grosse maison puis ses avoirs sont le fruit de son travail ou les fruits de la criminalité, donc un renversement de la preuve. Ça, c'est une mesure importante que j'espère que tous mes collègues iront pour l'adoption de cette mesure-là, que je représenterai en cette Chambre à travers mon projet de loi sur la traite des personnes. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments? Questions et commentaires? Le député de Winnipeg Centre. Comme il nous reste quelques minutes, Monsieur le Président, nous devons explorer les innovations proposées dans ce projet de loi, compte tenu du délai dont nous disposons.
Étant donné l'intérêt suscité par l'intervention de ma collègue sur les produits de la criminalité, j'aimerais dire ceci. Il est très difficile d'inverser le fardeau de la preuve. Dans le cadre des mesures qu'elle propose, comment a-t-elle fait pour éviter les atteintes aux libertés civiles qui sont inhérentes à la saisie des biens? Quel serait le critère à appliquer pour prouver que tous ces biens que vous avez, la voiture, le bateau, eh bien, ce n'est pas le fruit de la criminalité? Une réponse très brève. On va essayer parce que c'est quand même une question assez complexe. Je dirais à mon collègue qu'actuellement, dans le code criminel, ça existe. Lorsque tu dis que tu travailles chez McDonald's, là, puis que tu as une grosse maison à 1 million de dollars, puis que la maison est à ton nom, on peut se poser des questions. Surtout si on t'a arrêté pour un gros trafic de drogue, qu'on sait que tu es membre des Hells Angels, on sait que tu es membre de telle ou telle gang de rue. Généralement, la police... Order. Alors, it being 2. Comme il est 14h09, conformément à l'ordre adopté plus tôt aujourd'hui, il est de mon devoir d'interrompre la délibération de mettre aux voix sur le champ toute question nécessaire pour disposer de l'étape de la deuxième lecture du projet de loi dont la Chambre est maintenant saisie. La question est la suivante. M. Nicholson, appuyé par M. Goodyear, propose que le projet de loi C2, loi modifiant le code criminel, méga procès, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au comité permanent de la justice et des droits de la personne. Plaît-il à la Chambre d'adopter la motion? Adopté. En conséquence, ce projet de loi est renvoyé au comité permanent de la justice et des droits de la personne.